right. We see that the 3M house divided. I like it. Let's put a little garlic. On time, maybe you won't. Walk faster on it. Model or a miniature in the computer. La saga VHS est une série de films d'horreur anthologiques, dont chaque film présente plusieurs segments, réalisés par différents cinéastes, dans un style found footage, qui imite des enregistrements vidéo trouvés. Chaque épisode explore des thèmes variés de l'horreur, allant du monstre surnaturel à des histoires plus psychologiques. La série est appréciée pour son approche innovante et son atmosphère effrayante, ainsi que pour sa capacité à donner une voix à de jeunes réalisateurs dans le genre de l'horreur. Le premier film, sorti en 2012, a été bien reçu et a permis de mettre en avant des réalisateurs comme David Bruckner et Ti West. La formule a été poursuivie dans plusieurs suites, dont VHS 2, sorti en 2013, VHS Viral, sorti l'année suivante, VHS 94, sorti en 2021, VHS 99 en 2022, pour arriver au film qui nous intéresse aujourd'hui, VHS 85, sorti en 2023. En 1985, un documentaire télévisé diffuse une série de 5 enregistrements vidéo mystérieux, voire effrayants. Chaque enregistrement est présenté comme réel, bien que les images montrées semblent dépasser l'entendement. Bon, autant vous le dire tout de suite, VHS 85 c'est pour moi un véritable pétard mouillé. Commençons par le sketch intitulé Total Copy qui sert de fil conducteur au métrage en nous présentant de prétendues images d'archives médicales concernant une créature extraterrestre aux capacités extraordinaires. Ces images sont diffusées dans le cadre d'une émission de télévision qui rappelle le fameux faux documentaire Ghostwatch de la BBC, diffusé au début des années 90 et qui a marqué les esprits au Royaume-Uni, bien que la thématique abordée ici soit différente. Ce segment réussit à intégrer la notion d'image à caractère professionnel, contrairement à la majorité des autres segments de la saga qui misent sur un style plus amateur. Cependant, je reste réservé quant au jeu des acteurs et à l'aspect visuel global. La représentation de la télévision des années 80 semble souvent trop sombre, éclairée par des lumières fluorescentes. Bien sûr, cet esthétisme a son charme, mais il nuit au prétendu réalisme des images présentées. Arrive ensuite le premier segment du film, un court-métrage composé de 2 parties intitulé No Wake et Ambrosia. No Wake suit l'histoire d'un groupe de jeunes gens en camping près d'un lac, où ils rencontrent un individu ou un groupe d'individus clairement hostiles à leur présence. Quant à Ambrosia, elle nous invite à une fête de famille où les liens sinistres avec la première partie se révèlent rapidement. Ce qui me déçoit dans cette double intrigue, c'est surtout le manque de développement narratif. Dans No Wake par exemple, on apprend que l'eau du lac confère l'immortalité. Très bien, mais d'où ça sort ? D'autant plus que le concept réapparaît dans la seconde partie, sans explication supplémentaire, ce qui nuit à la crédibilité du récit. Bien que l'intégration d'une dimension surnaturelle ait un potentiel intéressant, elle est ici peu exploitée, laissant le spectateur sur sa faim. Concernant Ambrosia, j'aurais préféré que le réalisateur Mike P. Nielsen se concentre sur les traditions singulières de cette famille et explore davantage l'aura occulte qui l'entoure. Au lieu de ça, la fin part dans tous les sens, faisant grossièrement référence au cinéma de Rob Zombie, notamment à son film The Devil's Reject, que je ne trouve pas personnellement captivant. Le segment suivant, intitulé God of Death, nous plonge dans les coulisses d'une émission de télévision matinale mexicaine. Placer l'intrigue dans ce contexte est astucieux, car la télévision mexicaine regorge de légendes urbaines, comme en témoignent les nombreuses vidéos en espagnol sur les réseaux sociaux. Les amateurs du youtubeur Feldup et de ses findings sauront de quoi je parle. Bien que le début de ce segment soit prometteur, le jeu des acteurs et la dynamique entre les personnages nuisent à son réalisme. C'est bien trop joué pour être crédible. Les quelques effets de glitch accompagnés de sound design qui semblent tout droit sortis d'une banque de sons renforcent cette impression. Un autre problème se pose au visionnage de ce segment, et plus largement de la saga. En effet, le spectateur est en droit de se poser la question suivante. Filmer à tout prix est-il toujours justifié ? Par exemple, on nous fait croire ici qu'un caméraman, à qui il manque une main et fuyant un environnement chaotique, privilégierait de continuer à filmer coûte que coûte. Mais est-ce vraiment crédible ? Cela dit, l'ensemble reste plutôt réussi.
L'idée d'intégrer des éléments du folklore sud-américain est captivante et apporte une dimension mystique, presque Lovecraftienne, qui distingue ce segment des autres. Le segment intitulé Dream Kill est à mon sens l'illustration parfaite du pétard mouillé. J'étais pourtant vraiment hypé par les premières images, filmées en Super 8 à la première personne, avec en fond sonore un appel au 911 qui met tout de suite dans l'ambiance. À mon avis, il aurait été bien plus captivant que l'intrigue se limite à ce postulat initial. Même si ça n'aurait pas permis d'en faire un sketch très long, le concept aurait été bien plus original. Malheureusement, le récit s'étire en longueur, et ce qui suit la situation de départ n'apporte, selon moi, absolument rien d'intéressant au concept du début. Les personnages sont caricaturaux, et le réalisme que semble vouloir transmettre le réalisateur, si tentative de réalisme il y a, m'échappe personnellement complètement. Je peine à croire à ce policier aux cheveux gras, et à cet adolescent gothique un peu trop edgy avec ses rêves prémonitoires. Ce manque de réalisme est d'autant plus visible dans la fin du segment, qui semble détourner le concept de base du found footage pour basculer dans quelque chose de beaucoup plus conventionnel, tant sur le plan visuel que dans le jeu des acteurs. Enfin, le sketch qui selon moi parvient le mieux à contourner les défauts des segments cités précédemment est le sketch intitulé Technogod ou Thank No God. J'ai été impressionné par l'approche originale de la réalisatrice sur les thématiques de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. L'intrigue est crédible, évoquant des développements qui existent aujourd'hui et qui ont commencé à émerger dans les années 70 et 80, notamment à travers la référence à l'iPhone. Visuellement, le segment parvient à créer une atmosphère convaincante, malgré une incrustation d'écran légèrement maladroite, que l'on peut facilement excuser, tant l'ensemble est réussi. Le sketch intègre également de manière astucieuse une autre thématique de la culture populaire actuelle, à travers sa protagoniste, une sorte de prêtresse prophétique qui transcende le temps et les dimensions. Elle évoque clairement Beyoncé et son aura universelle, en particulier lors de sa dernière tournée Renaissance. La tenue futuriste de la protagoniste rappelle l'imagerie du show, ainsi que certains des costumes arborés par la chanteuse pendant celui-ci. Au-delà de la ressemblance physique, on retrouve également des similitudes avec Beyoncé dans le timbre de voix de la protagoniste, et dans le discours presque incantatoire qu'elle prononce, qui fait implicitement écho aux théories contemporaines prêtant à la voix de l'artiste une dimension mystique presque divine. Des idées farfelues, mais désormais bien ancrées dans la culture populaire. Globalement, je dirais que l'expérience VHS est pour moi un peu compliquée. En ce qui me concerne, j'attends toujours chaque nouvel opus avec impatience, mais je ressens souvent une certaine frustration à l'issue des visionnages en raison de la qualité inégale des segments. Cet opus n'échappe pas à la règle. Je le juge réussi à 50%. L'autre moitié pâtit, selon moi, d'un manque de crédibilité et de réalisme, ainsi que d'intrigues trop ou trop peu développées. Dans cette saga, il est clair que les segments aux concepts les plus simples sont souvent les plus efficaces. Reste à espérer qu'elle nous offre encore quelques belles visions de l'enfer.